Bon, 13h02, je pense qu'on va y aller. Donc, bonjour à toutes et tous. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle série hiver 2022, donc des webinaires du Centre de recherche en données et intelligence géospatiale. Aujourd'hui, on a le très grand plaisir d'accueillir Mathieu Varin, qui vient du CERFO, donc Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy, et qui va donc nous parler de la recherche appliquée en télédétection forestière qui s'opère au CERFO. Donc, écoute, Mathieu, la glace est à toi. Donc, une présentation de 30 à 45 minutes. On attend la fin. Il y a une session de 30 à 45 minutes d'échanges, questions, réponses à la fin. Ceux qui sont là, vous levez la main pour prendre les questions. Vous pouvez aussi écrire dans le chat. Je pourrais relayer si vous n'avez pas de micro ou de caméra. Donc, Mathieu, je te laisse la Eh, parole. Merci. merci. Ça me fait plaisir aussi à moi de vous présenter quelques études réalisées au CERFO en télédétection. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un centre d'enseignement et de recherche en foresterie associé au Cégep de Sainte-Foy. Donc, on se spécialise principalement en recherche appliquée en foresterie, mais aussi en environnement de manière générale, hydrographie, par exemple, milieu humide, etc. Puis, dans cette présentation, je vais vous illustrer trois exemples de projets récents qui touchent surtout l'intelligence artificielle et aussi différentes plateformes d'acquisition satellitaire, drones, aéroportés. Donc, au CERFO, on touche différentes thématiques d'intervention, dont la sylviculture, les changements climatiques, la gestion faunique, etc. Puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la télédétection forestière, on peut le considérer comme une thématique finalement transversale où on va aller toucher à différents sujets. Et c'est ce qui permet aussi de diversifier nos projets, qui les rendent très intéressants. Et donc, en fait, le laboratoire de télédétection a été mis en place en 2013. Le CERFO, ça fait plus de 30 ans qu'il existe. Et depuis 2013, on a réalisé environ plus d'une centaine de projets de recherche, de formation aussi, sur différentes thématiques, différents sujets, dont les principaux sont en lien avec les milieux humides, l'hydrographie, espèces végétales incluant les essences forestières, espèces exotiques envahissantes et la foresterie urbaine et agroforesterie. Donc, peut-être mentionner que dans le laboratoire, on est une équipe d'environ une dizaine de chercheurs et professionnels, en ajoutant les étudiants du cégep, professeurs, professeurs et étudiants aussi universitaires. On englobe là, environ une vingtaine de personnes. Donc, pourquoi nous, on a commencé à utiliser l'intelligence artificielle dans le laboratoire? C'est entre autres parce qu'il y a eu une effervescence d'études universitaires qui a été faite dans le passé. Depuis 20 ans, là, il y a un essor fulgurant d'études en lien avec la foresterie et l'intelligence artificielle. Puis on remarque aussi la même tendance avec l'utilisation des drones. Pourquoi? Parce que les drones, c'est une plateforme très intéressante qui est très flexible et avec la miniaturisation de l'électronique, la baisse des coûts, ça rend cet appareil-là de plus en plus accessible et facile d'utilisation, même en foresterie. Donc, ces deux aspects-là, ils étaient intéressants pour nous de, de continuer ce développement-là. Puis, au CERFO, on agit un peu comme le pont entre le monde universitaire et le milieu pratique. Donc, on essaie toujours de suivre les nouvelles technologies. Un petit peu plus particulier au CERFO, en lien avec l'intelligence artificielle, là, depuis la mise en place du laboratoire,
on a testé différentes technologies ou modèles d'intelligence artificielle, incluant des approches d'apprentissage automatique comme SVM, Random Forest, CART, etc. Puis depuis les dernières années, les deux dernières années environ, on a commencé aussi à utiliser de plus en plus de modèles d'apprentissage profond, entre autres parce que même si c'est des modèles peut-être plus complexes, ça nous permet de traiter des problématiques justement très complexes et ça nous permet d'obtenir généralement des précisions supérieures aux modèles d'apprentissage automatique. Donc, les trois exemples de projets que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en lien avec la cartographie de la canopée pan-québécoise, une étude comparative de détection de chemin avec des images satellitaires Sentinel-2 et données LIDAR, et finalement un petit projet de dénombrement automatisé de monticules de plantation. Donc, pour ce qui est du premier projet, c'est un partenariat qu'on a mis en place avec l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, qui visait deux objectifs: cartographier la canopée sur les grandes régions métropolitaines du Québec et la cartographie des îlots de chaleur dans l'écoumène du Québec. Donc, c'est des territoires assez grands. Puis, on avait besoin d'avoir des portraits à jour et justement pan-québécois pour les besoins de l'INSPQ. Donc, pour ce qui est de la cartographie de la canopée, en fait, pourquoi faire ça? C'est quoi le rôle de l'arbre en ville en particulier? Eh bien, les arbres offrent beaucoup de services écosystémiques intéressants, dont ça sert de puits de carbone, par exemple. Euh, il y a un aspect aussi social au niveau du tissu urbain. Ça peut servir aussi d'outil pédagogique. Il y a une valeur foncière aussi associée à la présence d'arbres sur les terrains. Donc, il y a beaucoup d'avantages à avoir une canopée avec une proportion assez élevée dans nos villes. Et il y a un lien aussi, évidemment, avec les îlots de chaleur. Donc, par exemple, on remarque logiquement que plus on a un couvert arboré présent dans la ville élevé, plus la température diminue localement. Puis on peut remarquer même des écarts de plus de 10 degrés dans une même ville. Donc, ça démontre à quel point cet aspect-là est intéressant. Quand je parle de canopée, c'est la projection finalement de la couronne de l'arbre au sol. Donc, c'est le couvert forestier vu du haut des airs. Puis, quand on parle d'indice de canopée, tout simplement le ratio là, sur une aire d'intérêt. Par exemple, à Québec, on a un indice de canopée d'environ 32 %. Donc, on a 32 % du territoire finalement qui est occupé par un couvert arborescent. Un des enjeux associés à ce projet-là, ou en fait cette thématique-là, c'est que, évidemment, il y a un certain développement urbain qui cause une perte de canopée. Et c'est une donnée qui est pas connue encore. Donc, de là l'intérêt d'avoir une donnée finalement pan-québécoise à une échelle fine. Par exemple, là, ici, on voit une illustration où à gauche, on a une image de 2015, à droite en 2020, puis en rouge et vert, c'est la canopée qui avait été prédite. Puis on voit tout simplement que dans les cercles oranges, on a des nouvelles constructions, donc il y a des arbres qui ont été coupés, puis on a une perte de canopée et donc de l'indice de canopée. Donc, il y avait un intérêt de concevoir un outil pour suivre cette évolution-là et aussi offrir un portrait le plus à jour possible. Donc, l'objectif principal de la portion canopée, c'était de cartographier la canopée de 2 mètres et plus pour les 6 régions métropolitaines de recensement. Donc, ça inclut Québec, Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières, Montréal et Gatineau.
Donc, pour faire cette cartographie-là de la canopée, on avait différents objectifs spécifiques aussi, qui est entre autres d'adapter ou concevoir finalement un modèle qui va être capable de, je dirais, digérer différents contextes urbains. Par exemple, dans un centre-ville, en périphérie de la ville, dans le périmètre urbain ou même en zone agricole. Et ce qu'on souhaitait aussi, c'était de pouvoir intégrer une variété de levées lidar avec différentes, je dirais, différentes configurations de survol et de périodes d'acquisition. Et finalement, ben, développer une méthode le plus automatique possible pour évidemment reproduire cette méthode dans le temps pour faire un suivi temporel. Puis aussi, ben, on a fait un portrait de ces 6 RMR-là. Donc, on a appliqué le modèle. Comme je disais, on a une variété de levées lidar pour couvrir les 6 RMR. C'est assez complexe comme différents cas qui se retrouvent. On a des années différentes. On a des périodes aussi dans l'année où ça a été acquis sans feuilles, avec des densités variables de nombre de points. Tout ça, ça représente là, environ presque 40 000 tuiles lidar pour plus de 2,5 Tera de données brutes. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de travailler avec ces données brutes-là. Pour ce qui est des données utilisées comme référence, on a eu la chance d'avoir une donnée très précise de la ville de Montréal qui a été numérisée en partie à la main, donc manuellement. C'est une donnée très, très précise. Par contre, cette donnée-là, elle a été numérisée à une hauteur de 3 mètres et plus. Donc, pour les principales étapes de ce projet-là, on a la première étape qui est la préparation des données. Donc, on part des données lidar brutes, on calcule quelques variables et on fait une sélection des variables pour ne pas avoir à produire toutes ces variables sur tout le territoire qui est vraiment immense. Alors, on a 39 variables qui ont été calculées. C'est des métriques lidar, en fait, calculées directement à partir des données brutes, dont le modèle de hauteur de canopée, les percentiles de hauteur, skewness, écart-type, etc. Ensuite, je ne vais pas trop aller dans le détail dans ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a décidé de faire une sélection de variables pour en avoir le moins possible. On s'est basé sur une étude qui a été faite à partir de données hyperspectrales. C'est un peu le même principe avec des données hyperspectrales. On a beaucoup de bandes spectrales. Dans notre cas, on avait quand même 39 métriques lidar. Donc, ce modèle-là qui est basé sur des auto-encodeurs, c'est un modèle d'apprentissage profond, mais qui permet en gros de faire comme une analyse en composantes principales où on compresse les données. Puis quand on les décompresse, on essaie de sélectionner les variables les plus pertinentes. Et ça nous a permis d'obtenir seulement 3 variables, dont le modèle de hauteur de canopée, l'écart type et la hauteur moyenne. Puis la différence, c'est que le MHC est calculé avec la hauteur maximale. Ensuite, on a fait une petite passe-passe là, pour réussir à utiliser les données de Montréal de 3 mètres et plus. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, mais je peux résumer on a presque fait plus 1 mètre sur ces variables-là, plus différentes transformations, puis ça a donné un résultat assez intéressant. Ça, c'est le modèle d'apprentissage profond qui a été utilisé. Je ne vais pas trop aller dans les détails, mais il faut juste comprendre qu'on a différentes branches, la branche du haut, branche du bas. Donc, quand on part des variables à gauche, à l'étape 1, on double ces variables-là, puis on induit du bruit, par exemple, dedans, on fait des transformations. Puis tout ça, c'est fait pour que le modèle soit le plus robuste possible pour traiter différentes. En fait, on essaie que le modèle soit capable de traiter le plus de
d'images hétérogènes possibles. Donc, dans ce modèle-là, il y a, je pourrais dire, deux phases aussi. Il y a une première phase où on fait une segmentation non dirigée et après, on repasse dans le modèle en segmentation dirigée. Puis ça, ce que ça permet, c'est que dans la segmentation non dirigée, le modèle a déjà appris une partie de l'image, puis sans avoir eu d'annotation ou de données de référence. Puis quand on ajoute ces données-là, dans notre cas, les données de Montréal, mais le modèle est déjà pré-entraîné et peut être encore plus performant. Ensuite, l'autre étape qui est très, très importante, c'est l'apprentissage actif. Puis, c'est assez simple. Dans le fond, dès on a un modèle assez prêt, on l'applique. C'est ce qu'on a dans l'image du centre. Ça nous donne une prédiction que vous voyez en orange. Puis après, ben, nous, on va cibler certains secteurs. On essaie de voir des cas où ça fonctionne moins bien. Puis dans cet exemple-là, on voit que les lignes électriques, par exemple, étaient considérées comme de la canopée, alors que c'est pas le cas, évidemment. Donc, on va tout simplement ajouter des polygones numérisés sur les erreurs identifiées. Puis, on va réappliquer le modèle, on va le réentraîner. Ça permet, comme vous voyez dans ces deux images-là, de nettoyer beaucoup tout le bruit ou les fausses, les commissions, dans le fond, les fausses données prédites. Finalement, une fois que ce modèle-là est complet, ce que ça nous donne comme résultat, c'est une matrice de probabilité entre 0 et 1. Puis, il faut tout simplement choisir d'un seuil pour déterminer à quelle valeur on est assez confiant que c'est une canopée. Puis, excusez, dans ce graphique que vous voyez à droite, qui semble un peu étrange, mais en gros, c'est qu'on voit qu'on a deux extrêmes. Soit on a probabilité 0, ce qui signifie que ce n'est pas de la canopée, ou on a beaucoup de valeurs à 1, donc 100% de probabilité d'occurrence. Et on n'a pas beaucoup d'entre-deux. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, pour l'évaluation, on utilise le F1 score, qui est un indicateur qui permet de nous donner une information sur à quel point la prédiction est exacte ou elle est bonne. Donc, quelques exemples de résultats pour la ville de Montréal. Ce qui est intéressant de voir là, dans le petit encadré zoomé, c'est que la donnée de référence qui est en blanc, dans le petit encadré de gauche, on voit qu'il manquait un arbre, en fait, une couronne d'arbres ici. Puis à droite, le modèle a finalement mieux prédit que sa propre référence. Pour Québec, on a comparé avec une donnée qu'on avait déjà faite avec une autre méthode en 2021. Puis on voit qu'il y avait certains bruits qui étaient présents, notamment sur les petits arbres isolés, alors que dans le nouveau modèle, ça sort assez bien. Un autre fait intéressant, c'est le lidar sans feuille et avec feuille. On voit à gauche, sans feuille, on a une certaine sous-estimation de la canopée, alors qu'à droite, avec feuille, pour le même secteur, là, on a en fait beaucoup plus de canopées identifiées. Puis entre deux dates, on a aussi quelque chose d'intéressant, je pense. Par exemple, tous les petits arbres qui avaient été plantés en 2013, mais en 2018, on voit la canopée qui a été identifiée, il y a une croissance, puis ça a bien sorti. On a quelques petits problèmes encore sur, entre autres, les pylônes électriques qui sortent comme des arbres. Ça arrive peut-être une fois sur deux, donc on est en train de travailler là-dessus. D'ailleurs, si quelqu'un a des informations sur des données d'Hydro-Québec, là, on est preneur là-dessus. Pour conclure, le F1 score, pour l'instant, est à 95%, ce qui est assez bon, qui permet d'avoir un outil assez puissant, facilement reproductible. Puis, comme vous avez vu avec les différentes dates, c'est assez simple de faire une analyse de changement temporel, par exemple.
Aussi, fait important, les données seront diffusées sur données ouvertes du ministère des Ressources naturelles. Donc, ça va être publié normalement en février. Pour le deuxième projet, c'est un projet en collaboration avec différents partenaires, dont deux entreprises privées, Coopérative forestière La Nord-Côtière et Green First, qui est anciennement Tembec et Ryan. Puis, ici, on a inclus deux sous-projets. Je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais en fait, l'idée, c'était de détecter ou cartographier les chemins forestiers. Puis pourquoi? Parce que les chemins forestiers, c'est utilisé dans toutes sortes d'applications, pas seulement en foresterie, en gestion de la faune, par exemple, ou autre. Et puis, ça peut permettre de faire, par exemple, de l'optimisation de tracés de chemin. C'est un exemple d'application. Mais surtout, c'est que ce réseau-là est inclus dans une base de données, là, QRéseau, qui inclut beaucoup de chemins. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que on a une donnée qui est de qualité variable où dans certains endroits, le chemin est à la bonne place, mais peut-être un peu décalé, ou des fois, il y a carrément des chemins qui manquent, principalement parce que ça a été réalisé avec des tracés par GPS ou encore par photo-interprétation. Donc, une autre information intéressante, c'est que on a une donnée de l'état du chemin dans cette base de données-là. Par contre, l'état des chemins est variable. Évidemment, dans le temps, ça change, puis c'est pas mis à jour. C'est peu fiable aussi comme donnée. Donc, le premier sous-projet consistait à comparer deux méthodes de détection de chemin à partir d'imagerie satellitaire sur la côte nord. Une fois qu'on a comparé ces deux méthodes-là, on prend celle qui était la plus performante pour l'appliquer ou l'adapter plutôt dans le deuxième secteur d'études au Témiscamingue, mais cette fois-ci avec des données LIDAR, puis sur un beaucoup plus grand territoire, sur 20 000 km², pour ensuite développer encore une fois un outil convivial et simple. Donc, pour la côte nord, on a utilisé des images de Sentinelle-2, données gratuites à 10 mètres de résolution. Et on a utilisé 4 bandes après une sélection des bandes de la même façon que pour la canopée. Donc, on a ces 4 bandes disponibles qui permettent quand même bien de ressortir les chemins assez larges, les grands chemins. Pour les données LIDAR au Témiscamingue, malheureusement, on n'avait pas les données brutes, mais seulement le modèle numérique de terrain, modèle de hauteur de canopée, mais ça nous a quand même permis de dériver quelques variables, notamment sur la topographie. Donc, pour ce qui est des principales étapes, pour la côte nord, évidemment, on a fait un pré-traitement des images pour convertir les valeurs en réflectance et correction atmosphérique. Ensuite, collecte de données de référence, principalement photo-interprétation à partir de Sentinelle-2 et d'orthophoto. Donc, ça nous a donné 244 polygones, plus de 300 hectares. Ensuite, on a donc comparé deux modèles différents, toujours par pixel, dont Random Forest, où on avait beaucoup plus de variables, plus d'indices spectraux, puis un réseau de neurones à convolution. Donc, je pense pas que je vais aller plus en détail là-dessus. Pour la validation, on avait différents indicateurs qu'on a calculés. Donc, les résultats que ça nous donne, c'est que en haut à droite, dans le tableau, vous avez Random Forest et en bas, des réseaux de neurones à convolution. Donc, une approche par apprentissage automatique et apprentissage profond. Puis, comme on pouvait s'en attendre, là, la précision est de loin supérieure avec les réseaux de neurones. On a un kappa quand même de 93 versus 94, mais surtout, Random Forest cause beaucoup de commissions, énormément de commissions.
mais dans les deux cas, on a une omission qui est assez faible. Et visuellement, qu'est-ce que ça donne? Je pense que c'est assez frappant que Random Forest a beaucoup de commissions, principalement dans des plages ou des endroits qui sont assez brillants, comme les plages et des vires, des endroits qui ne sont pas des chemins. Puis à droite, on a un réseau en bas à droite par apprentissage profond qui est beaucoup plus réaliste, qui correspond assez bien à ce qui avait été photo-interprété. Pour ce qui est du Témiscamingue, on a collecté des données cette fois-ci sur le terrain et à partir de ces données-là, terrain, on a photo-interprété les chemins, comme vous pouvez voir là, en orange sur l'image de droite. Ensuite, on a produit 6 indices dérivés du MNT et MHC. Ensuite, on a eu une segmentation binaire, donc un modèle spécifique pour segmenter les chemins. Apprentissage actif, encore une fois, pour augmenter la robustesse du modèle. Et finalement, un entraînement final pour classifier ces chemins. Ça, c'est basé sur un algorithme Task Specific Algorithm. Donc, c'est comme un peu ce que Tesla utilise. On a différentes tâches associées. Donc, première tâche, c'est segmentation. Deuxième, caractérisation du chemin. Et troisième, on ajoute une classe de carrossabilité. Puis, on valide avec le F1 score toujours. Donc, pour les résultats, on a un score de 80%, ce qui n'est pas mauvais pour considérant les données qu'on avait. Et il faut comprendre que le F1 score, c'est toujours relatif à la superficie intersectée entre ce qui est notre référence et ce qui a été prédit. Donc, c'est sûr que si on considère seulement lorsqu'il y a un chemin prédit, est-ce qu'il est réellement à cet endroit-là? On augmente assez bien la précision. Donc, à droite, là, vous avez la prédiction en noir. Il y a encore un petit problème, c'est qu'on voit une séparabilité ou des tronçons qui sont coupés finalement. Donc, on est en train de travailler sur cet aspect-là pour rattacher les différents tronçons. Ça, c'est pas encore terminé. Puis, la classe d'état de carrossabilité, ça aussi, c'est en cours, c'est pas encore terminé. Euh, ouais. Donc, ce qui est intéressant avec ce projet-là aussi, c'est qu'on a fait une application autonome assez simple où on a une interface graphique, puis on met tout simplement les images en entrée, puis en sortie, on a la prédiction en fichier vectoriel. Puis pour résumer, donc avec Sentinel-2, on a un F1 score de 92%, sauf qu'on se limite aux chemins assez larges, assez grands qui sont bien visibles. Avec le LIDAR, on a un F1 score de 80%, mais on a mis l'accent sur les très petits chemins, même des chemins refermés par la canopée, qui n'ont pas beaucoup de mise en forme, donc assez étroits, puis la différence d'altitude entre le chemin puis le fossé, par exemple, parfois, c'est vraiment pas évident. Donc, pour l'instant, on est assez content avec ces résultats-là. Ce qu'on aimerait, par contre, c'est poursuivre avec les données brutes LIDAR pour inclure des métriques supplémentaires qui aideraient certainement à améliorer ce résultat. Finalement, pour ce qui est du troisième dernier projet que je vais vous montrer, c'est un projet qu'on a réalisé avec Domtar qui consiste à détecter et dénombrer automatiquement des monticules. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, Domtar entretient des grandes plantations de peupliers hybrides. Puis, c'est des grands terrains, il y a beaucoup de superficie. Puis, chaque année, ils plantent des dizaines de milliers de plants. Donc, ces plants-là, ils sont plantés dans des monticules. Comme on peut voir à droite, finalement, c'est un tas de terre qui a été labouré, puis qui fait une belle petite bosse là, sur le terrain.
Puis, donc, cette plantation-là, en fait, les plants, ils sont vraiment plantés dans ces monticules. Puis, pour le moment, ce que le partenaire utilisait, c'est que à gauche, là, vous avez un exemple de site de monticule pour commander, par exemple, le nombre de plants à planter dans ces sites-là. Le partenaire, il faisait une petite zone là, en jaune, par exemple, comptait le nombre de monticules manuellement, puis extrapolait sur l'ensemble du territoire. Donc, par exemple, cet exemple-là, on voit 135 points en noir. On extrapole sur la zone au complet, ça donne à peu près 3500 monticules. Donc, on va commander 3500 plants. Par contre, évidemment, là, vous comprendrez que cette approche-là semi-manuelle cause beaucoup d'erreurs parce que les terrains sont différents, c'est pas toujours carré, les monticules sont plus denses à certains endroits. Donc, il y avait une certaine, un pourcentage d'erreurs assez important qui causait des impacts aussi économiques. Donc, ce qui est intéressant, par contre, dans ce projet-là, c'est que le partenaire, lui, faisait déjà des survols de ses plantations avec un tout petit drone, là, un DJI Mavic 2 Pro, une caméra très normale, rouge-vert-bleu. Puis, il faisait déjà le survol de toutes les plantations à chaque année. Donc, c'est une donnée qui était disponible. Par contre, la problématique majeure pour nous, mais en même temps, ça a permis de rendre le modèle très, très robuste, c'est que ces acquisitions-là n'avaient pas été faites dans l'objectif de développer un outil automatique. Donc, c'est des survols par drone qui ont été faits dès que la personne avait le temps, ce qui veut dire que ça s'échelonne sur des mois, plusieurs mois, de juin jusqu'à février. On a des terrains avec de la neige. On a des terrains avec beaucoup d'ombre en fin de journée, où il n'y a plus la veille, donc c'est beaucoup d'ornières. C'est des terrains très, très différents et surtout des altitudes différentes. Parfois, des survols à 50 mètres, à 120 mètres. Donc, ça cause des résolutions spatiales qui varient beaucoup. Donc, beaucoup de défis en perspective. Donc, les objectifs du projet, c'était de développer un modèle de détection automatique de monticules. Ce qu'on souhaitait, c'est obtenir une précision au moins supérieure à 90% et encore une fois, de développer un outil pour que le partenaire soit autonome par la suite. Donc, les données utilisées, c'est des orthophotos qui étaient déjà, tout était déjà orthorectifié de 1 à 2,5 cm de résolution, différentes années aussi, pour un total de 56 orthophotos et plus de 580 hectares. Ça, c'est pour les orthophotos, mais on a aussi les modèles numériques de surface associés. Et ça, c'est intéressant parce que on a l'effet de texture du sol ou du terrain où tous les monticules forment des petites bosses là, sur le modèle. Donc, la première étape, c'est évidemment d'annoter ces orthophotos. Donc, pour ce genre de projet-là, ça demandait énormément de données d'entraînement. On a engagé une armée d'étudiants pour numériser 80 000 points de monticules sur 12 000 imagettes là, de 256 pixels. Ça, c'est nécessaire pour le modèle d'apprentissage profond. Puis, on a une belle illustration à droite là, où vous voyez des contextes très différents de monticules. Puis, habituellement, comme c'est une pelle mécanique qui creuse le terrain pour faire le tas de terre, quand la pelle mécanique creuse, ça forme un trou. Puis, éventuellement, ce trou-là se remplit d'eau. Donc, c'est pour ça que vous voyez des, de l'eau visible sur les images. Mais dans d'autres cas, quand c'est trop sec, là, ça paraît pas trop, comme en haut. La colonne du milieu, on a le modèle numérique de surface. Et finalement, à droite, la notation dans lequel on a tout simplement fait une zone tampon autour des points. Ensuite, il y a eu différents pré-traitements utilisés
par exemple, pour le modèle numérique de surface, c'est une normalisation par imagette, donc pour les 12 000 imagettes. Ensuite, pour les orthophotos, on a fait une petite transformation pour augmenter le contraste des images, notamment pour l'ombre. Donc, en passant par l'espace, intensité, teinte, saturation. Ensuite, pour le modèle d'apprentissage profond, on a testé beaucoup de choses, puis ce qui était le plus performant, c'était de séparer les deux types de données qui étaient très différentes. Donc, on a un premier encodeur pour l'imagerie, pour l'orthophoto, et un deuxième pour le modèle numérique de surface. Toujours une architecture UNet pour la segmentation sémantique. Donc, les principales étapes, là, pour la quatrième étape, l'entraînement, on a divisé le jeu de données, les 90-10%. Puis, on a fait comme habituellement, là, avec des différentes fonctions d'augmentation de données, des rotations, des flips miroirs, transformation spectrale, comme apporter du bruit dans les données, etc. Ensuite, on a un dénombrement de monticules qui est fait par une prédiction binaire. Donc, on a un seuil à déterminer. Je vais vous montrer avec quelques illustrations. Puis, en parallèle de tout ça, on a fait une visite terrain où on a collecté des points de monticules pour comparer la prédiction avec un GPS haute précision. Donc, voilà un résultat de ce qu'on obtient. Les ronds en blanc, c'est les monticules prédits dans le milieu. À gauche, on a l'orthophoto. Puis à droite, comme on fait pour dénombrer le nombre de monticules, bien évidemment, parfois, il y a des monticules qui se touchent. Donc, mais par contre, comme c'est des, des monticules ont une superficie assez uniforme, c'est assez simple de diviser les surfaces par cette superficie, ce qui nous donne un nombre de monticules assez précis. Puis, juste pour vous illustrer là, avec un peu de transparence, on voit que les monticules, c'est vraiment des petits tas de terre assez brillants, mais dans l'ombre, là, ça fonctionne quand même assez bien avec cette méthode. Un autre exemple, à gauche en bas, dans ce cas-là encore, là, ça fonctionne assez bien. La validation théorique, le F1 score est à 80%, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça va beaucoup avec, ça joue beaucoup avec l'intersection. Donc, si on regarde juste la précision globale, on est quand même à près de 96%. Puis, en validation terrain, on a une erreur assez faible aussi de 3,4% qui varie selon les terrains. C'est toujours variable. En fait, ça dépend de la taille du terrain. Donc, plus il est petit, puis on a quelques erreurs, ça influence évidemment beaucoup là, sur le pourcentage. Mais de manière générale, là, ça fonctionne assez bien. Encore là, on a un outil automatique, enfin un outil simple pour automatiser le processus, faire reproductibilité, qui fonctionne très bien. Puis le partenaire maintenant, là, il l'a en main pour les prochaines années pour refaire le traitement. Donc cet outil-là est quand même rapide aussi. C'est sûr que ça dépend de l'ordinateur utilisé. Donc, dans notre cas, on a fait juste un test avec un GPU pour une centaine de gigs de données compressées, là. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus gros que ça. Ça prend à peu près une demi-journée pour prédire les 300 monticules d'une année. Donc, tantôt, je parlais qu'il y en avait beaucoup de monticules, là. C'est quand même des centaines de milliers de monticules qui sont plantés chaque année. Puis, c'est une approche qui est très robuste parce qu'on utilise différentes résolutions spatiales, différentes conditions de vol. Par contre, il y a encore certaines erreurs, certaines confusions qui persistent, notamment sur les bordures des sites, bordures de parcelles. Dans cet exemple-là, on voit qu'il y a certains monticules qui n'ont pas ressorti, entre autres il y a de l'ombre aussi là, mélangée avec ça, mais il y a aussi un effet d'albédo élevé qui va
qui est une source d'erreur pour le moment. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Un grand merci, Mathieu, c'était très, très intéressant. En tout cas, ça prend un œil aguerri pour détecter les, les monticules dans les images, là, parce que tu nous en montrais certains. Moi, je serais passé à côté, en tout cas. Donc, on va prendre des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Mathieu? Je pense que Xavier, tu en avais une. On n'entend pas fort. Ouais. Bonjour Mathieu, Bonjour. C'est Habib avec vous. Donc, Oui. j'étais avec vous au cartel. Donc, j'aimerais bien, tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour cette présentation. Et la question, c'est est-ce que vous avez travaillé sur des milieux naturels, notamment le couvert forestier? Oui, merci. Ça fait plaisir de t'entendre. On a différents projets. Je peux parler, par exemple, de la cartographie d'essence en milieu forestier. Ça, on a différents projets. On utilise de l'imagerie satellitaire comme Rapid Eye, PlanetScope, même Sentinel. Puis, on a aussi d'autres projets d'apprentissage profond où on utilise des images aériennes seulement, rouge, vert, bleu, proche infrarouge. Puis pour le moment, c'est ce qu'on a de mieux comme résultat. On a des résultats très intéressants avec 8 essences forestières. Pour le moment, là, bon, je dirais pas de chiffres, là, mais on est assez content. OK, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Ah, yes. Oui, bonjour. C'est vraiment une super présentation. Moi, j'avais une question par rapport à l'utilisation du lidar pour la canopée. Vos données lidar, est-ce que vous avez utilisé les nuages de points directement ou alors est-ce que vous avez rasterisé ça pour ressortir les métriques dont vous aviez besoin pour Oui. après l'utiliser? Exact. Au début, on s'est posé la question, c'était quoi la méthode la plus simple et il fallait trouver un compromis entre la simplicité et la précision voulue. Puis, en travaillant avec le nuage de points, ça nous aurait amené à développer plus l'aspect classification de points. Puis, en parlant avec différents spécialistes, puis en faisant différents tests, on s'est aperçu que c'était peut-être pas nécessaire là, d'aller aussi complexe que ça pour notre besoin. Donc, pour ce projet-là, on s'est concentré sur des métriques dérivées en raster du nuage de points. Puis en général, la précision de vos rasters, la taille des pixels de vos rasters, c'était quoi exactement? C'est 1 mètre. 1 mètre, ok. Ouais, c'est pour ça on a cet effet un peu crénelé sur les rendus, là. Donc, ça veut dire que sur ton réseau qui prend en entrée, puisque tu as dit que vous avez réduit à trois variables, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites rentrer 3 séries d'images par zone, hein, c'est ça? Il y a toujours 3 variables utilisées, oui. Oui, c'est ça. Donc, il y a Mais 3. là, ça permet aussi de normaliser les données. Donc, Oui. ça, c'est intéressant. Puis, par curiosité, vous avez utilisé quel type de réseau pour la canopée, là? Bonne question, Marc-Antoine. Est-ce que tu es là? Ben, c'est un UNet, mais je pourrais pas Yeah. dire plus en détail. Non, mais c'est le type de famille. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, je peux préciser un peu. Au fond, on a un peu changé d'architecture plus on avançait dans le projet. Donc, au début, étant donné qu'on avait, par exemple, uniquement des données sur Montréal, puis qu'on voulait prédire sur l'entièreté des RMR avec et sans feuilles, on a commencé avec un modèle plus simple pour être sûr de ne pas avoir de problème de surapprentissage. Puis, au fur et à mesure, on a agrandi notre jeu de données en validant visuellement des images qui avaient été bien prédites. Puis aujourd'hui, on a un modèle beaucoup plus complexe. C'est une combinaison de 2 modèles qui est une
basée sur l'architecture du Unet, puis une autre basée sur le HRNet. OK. Merci. Sayed? Oui, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Mathieu? Très Oui, ça va. intéressant. En fait, juste une petite question pour la deuxième exemple d'application. Je crois, si j'ai bien compris, vous avez utilisé les 4 bandes de Sentinel-2. C'est les 4 bandes qui ont 10 mètres de résolution ou c'est les autres? Oui, exactement. C'est les 10 mètres de résolution. D'accord, OK. Mais c'était quand même intéressant de pouvoir détecter les routes avec la taille, peut-être relativement avec la même taille que les pixels. Par contre, je voudrais savoir si vous avez regardé un peu les techniques de super résolution qui Ouais, sont c'est tendance exact. intéressantes. C'est exactement ce que j'allais te mentionner. Euh, c'est sûr qu'on s'est limité aux bandes de 10 mètres de résolution, mais on a quand même testé aussi les autres bandes, puis des indices spectraux, comme l'indice de cuirasse, mais ça apportait pas plus d'informations. Puis, une de nos recommandations, on l'a pas fait dans ce projet-là, c'est de tester avec de la super résolution. D'accord. Donc, il y a un potentiel intéressant, je pense, Ouais. pour l'avoir fait dans d'autres projets. Euh, Par exemple, transformer un Sentinel-2 dans un équivalent PlanetScope 3 mètres. Je pense qu'il y a un potentiel intéressant, un très bon point. Exactement. Oui, en fait, j'ai vu une entreprise start-up polonaise qui ont développé une approche et maintenant ils vendent les images Sentinel-2 Oui, à une résolution de 3 mètres. Ça, ouais, j'ai vu ça. ça C'est vous- très intéressant, ouais, super intéressant. Mais j'ai compté, j'ai calculé en fait le coût pour un projet, donc ça tombait moins cher si on engage un postdoc. Et puis, Ça, faut pas le dire. et finalement, il y a un postdoc qui travaille sur ce genre de technique. Peut-être on va échanger plus tard. Ben oui, super Ah, intéressant. Merci. merci, bravo encore. Jacinthe? Oui, merci. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc, merci pour ta présentation, c'est vraiment très bien. Je vais t'amener ailleurs peut-être. Là, on voit là, que c'est le CERFO, c'est un centre d'enseignement et de recherche. Puis j'aurais aimé ça avoir ton opinion autour de la table. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants, puis il y a des profs. Donc, aurais-tu des recommandations en termes de connaissances, d'expertise là, en lien avec les travaux que vous avez faits? Tu sais, est-ce que c'est un passage obligé, l'intelligence artificielle, donc de connaître les réseaux des réseaux d'apprentissage comme tu nous as présenté, par exemple? Pourrais-tu nous partager ta vision là, de la chose? Ouais, c'est une grande question. Euh, je dirais qu'au CERFO, ben, Marc-Antoine, là, qui vient de parler, il vient complètement d'ailleurs. Lui, c'est un physicien. Donc, je pense que c'est intéressant d'aller chercher de l'expertise complètement différente qui vont justement nous amener ailleurs, là, sur des choses qu'on n'a pas on n'a pas on n'a pas de, c'est pas de biais, là. Puis ça nous sort de notre cocon. Euh, pour ce qui est est-ce que c'est sûr que c'est différent géomatique ou foresterie? Je sais pas duquel des deux vous parliez, mais pour une formation en géomatique, je pense que c'est pertinent. Peu importe. Oui, OK. Ben, je pense que c'est de plus en plus pertinent d'au moins avoir une connaissance de base sur l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique. Et c'est des modèles assez accessibles qui sont relativement simples à utiliser, à mettre en pratique. Ça, c'est vraiment un atout. Puis je pense que c'est de plus en plus intégré là, dans les différents cours, peut-être plus en télédétection. L'apprentissage profond, c'est sûr que ça va, c'est tellement en augmentation en ce moment. Puis même au CERFO, on est en train de faire un virage où on a de plus en plus de projets qu'on
où on intègre cette nouvelle technique-là. Donc, dans le futur, c'est sûr que ça va être très, très en demande. Maintenant, pour la formation, je ne sais pas si c'est peut-être plus vous, mais faire une formation en géomatique, puis une maîtrise, par exemple, avec ces outils-là, c'est certainement un atout, mais est-ce que c'est suffisant? En tout cas, je pense que c'est suffisant pour utiliser les modèles, les adapter. Pour concevoir des nouveaux modèles, c'est peut-être pas encore, on n'est peut-être pas à ce niveau-là. C'est Ouais, assez vague, là, comme. moi, je vais te dire que réponse. dans quelques années, si c'est pas vrai aujourd'hui, c'est que ça devrait être vrai dans quelques mois, dans quelques années. Nos étudiants, Mhm. ceux qui sortent du programme de génie là, géomatique, puis qui auraient une maîtrise, mais qui sortent du programme de génie, là, vont être un bon pipeline de recrutement là, pour effectuer ce genre de choses-là. En tout cas, Ben, il y a de la. je regarde Thierry, là, il est plus au courant peut-être que moi du programme de génie, là, mais Je pense que c'est un peu comme Mathieu, c'est une balance. Hein, donc, faut avoir des compétences en géomatique, il faut des compétences en IA, sans forcément être un concepteur d'algorithmes d'IA, mais de comprendre et de savoir utiliser ces technologies-là. Il faut un bon background mathématique, mais ça, je dirais, avec géomatique, on l'a. Puis je pense aussi qu'il faut avoir une interprétation physique, hein, comprendre ce qui est en arrière aussi. Hein, donc, c'est là où je pense que les spécialistes en géomatique, télédétection qu'on peut former ont cette double compréhension, hein, à la fois de bagage géomatique, mathématique, mais aussi de compréhension de certains phénomènes physiques, sans être des experts hein, non plus. Mais parce qu'il y a beaucoup d'interprétations hein, avec l'intelligence artificielle, on cherche toujours l'information cachée dans l'ADN de la donnée. Là. Donc, ça nécessite de bien comprendre comment sont acquis ces données-là, ce qu'elles représentent, pourquoi on a ces valeurs de signal-là, et ainsi de suite, puis de faire le lien avec la physique. Là. Donc, en tout cas, là où je rejoins Jason, c'est que de toute façon, pas vraiment le choix, la révolution est là, on s'en va, et puis il va falloir que toutes nos formations intègrent plus largement ces aspects-là, mais il y a un lien à ne pas perdre avec le monde réel, la physique qui est en arrière de tout ça. Oui, ce que je peux dire, c'est que du côté privé ou industriel, il y a énormément de demandes. Énormément. C'est dans tous les domaines. Puis en foresterie, en environnement, c'est très en demande. Puis il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de projets ou d'études là, à venir. Je pense que c'est assuré qu'on ne manquera pas de travail dans ce domaine-là. Ouais, ben je vois le portfolio de projets que tu as introduit aujourd'hui, puis qui est vraiment très représentatif et vraiment très intéressant. Puis je te dirais que ça sonne à la porte du centre aussi, un Oui. peu avec ce genre de projet. Alors, pas forcément en foresterie, c'est un peu moins notre cible, même si on a des chercheurs qui s'intéressent à la question de l'arbre et de la forêt. Mais en tout cas, je suis ravi de ta présentation aujourd'hui parce que ça ouvre des ponts et des collaborations futures aussi dans des projets qui mêleraient des CCCT et puis de l'université, des industriels. Là, donc. Oui, puis même, je dirais peut-être pour aller un peu plus loin au niveau collaboratif, là, il y a de plus en plus de subventions, même mixtes, université, CCTT, puis même au CRSNG, c'est très bien vu d'avoir une collaboration à ces deux niveaux-là. C'était en plein ça que je pensais. Là, Ouais. souvent, quand tu es un industriel qui vient, là, il veut maximiser son investissement aussi. Là, donc, on va chercher des leviers dans des subventions. Puis, effectivement, il y a de plus en plus de subventions qui mixent collégiales et universitaires. Puis, moi, je vois ça d'un très, très bon œil, en tout cas. Oui. Ben, nous, on est toujours ouverts. Puis en ce moment, on a 5 étudiants maîtrise doctorat qui travaillent avec nous. Donc, c'est des collaborations actuelles, possibles aussi, futures. On est ouvert. C'est parfait. Écoute, il reste 5 minutes hein, pour ceux qui auraient encore des questions pour Mathieu. Là. On va en profiter jusqu'à la dernière seconde. Ouais, je peux. Vas-y.
Merci Mathieu, premièrement, pour la présentation, c'était super bien. Un des aspects qui m'a intéressé particulièrement, c'est tout le transfert technologique. Quand vous développez votre produit, votre approche, puis ensuite vous transférez avec une interface client, c'est super intéressant. Puis ça soulève une question chez moi, entre autres, le code Hunter, le dernier code d'application. Je pense à un moment de te parler qu'ils faisaient eux-mêmes leurs propres acquisitions de drones et que ça variait dans le temps. Il y avait du couvert neigeux, il y avait parfois de la pluie, des éléments comme ça. J'imagine aussi que le nombre de photos acquises était variable aussi. Puis c'est ce que vous utilisiez, j'imagine, pour dériver un MNS par photogrammétrie. Ouais. Je me demandais, toute cette variabilité-là de conditions, votre modèle était suffisamment robuste pour être capable de passer au travers. Puis, dans le fond, j'imagine que vous avez établi en bon français un guideline pour Domtar, pour le futur, pour qu'il Oui, soit capable de suivre. on a fait une belle liste de recommandations. Oui, ça c'est. Mais oui, le modèle est assez robuste, puis c'était quand même surprenant là, pour nous aussi. Ça performe vraiment bien. Puis c'est assez robuste pour toutes ces conditions-là. Puis tantôt tu mentionnais le transfert technologique. Transfert technologique, c'est la mission principale des CCTT comme nous. Donc, c'est sûr que nous, on fait du développement, de recherche appliquée, mais au final, il faut répondre à un besoin du client. Donc, toujours un aspect formation, transfert technologique important. Fait que, ouais, je pense que j'ai répondu à ta question. Je suis pas sûr. S'il y avait des cas particuliers, des défis rencontrés lors du transfert technologique, ça, je ne sais pas, mais je comprends que ce soit la mission et que ce soit vraiment un lien qui est intéressant avec le client là, à la fin. Le défi prochain, c'est que cette année, le client va l'utiliser pour la première fois tout seul. Donc, on va voir si ça marche dans tous les contextes possibles. Test ultime. Parfait, merci. Merci. Il reste 2 minutes. Le temps pour une toute dernière question. Je ne sais pas, Mathieu, est-ce que vous avez pensé à appliquer cette méthode pour estimer la hauteur de la canopée au niveau des zones semi-arides? D'ailleurs, on est très loin de l'écosystème forestier canadien. Donc ici, en Algérie, on a un couvert qui peut atteindre au maximum la moyenne de 12 à 14 mètres. Et il y a un sous-bois de la même façon. Donc, est-ce qu'il y a une méthodologie qui peut séparer les deux espèces, par exemple, l'espèce principale qui fera l'objet de l'aménagement et l'espèce sous-bois? Oui. Exemple, la même hauteur, en fait. Oui, je dirais que c'est des sujets qu'on va toucher dans les prochains mois, prochaines années avec de l'intelligence artificielle. Mais on a déjà travaillé là-dessus, notamment à Domtar. On a fait une étude comparative d'estimation de hauteur de la canopée dans des plantations. Donc, c'est des arbres assez petits. Ça varie de 2-3 mètres à 20 mètres. Puis, on a comparé du stéréo satellitaire, 3 images Worldview 3, 2 images Worldview 3 et LIDAR aéroporté et drone aussi. Puis, ce qu'on constate, c'est que pour les arbres de plus de 15-20 mètres, le stéréo satellitaire est très intéressant. On a des erreurs de moins d'1 mètre d'estimation d'auteur. Pour les petits arbres, là, c'est plus difficile. Le satellitaire est plus limité. Là, on a des plus grandes erreurs de 1-2 mètres. Donc, c'est peut-être moins adapté. Mais pour des survols de drones en photogrammétrie, là, ça colle assez bien, ça correspond assez bien au LIDAR pour une alternative, par exemple. Pour le sous-bois, on n'a pas travaillé sur oui, on a travaillé sur la hauteur du sous-bois avec du LIDAR. Ce qu'on fait très résumé rapidement, c'est on regarde le point d'inflexion de la structure 3D, puis il y a différents points d'inflexion qu'on peut déterminer. Puis c'est comme ça qu'on est capable de reconstituer un sous-bois ou des étages dans le sous-bois.
Puis sinon, on travaille aussi avec le multitemporel. Dans notre cas, je ne sais pas si c'est différent chez vous, mais on a des feuillus qui perdent leurs feuilles, donc on peut aller chercher avec des images d'hiver plutôt, ou de printemps, automne. On est capable de trouver la canopée sous couvert ou on a de la régénération de résineux, par exemple. OK, OK. Parfait, Mathieu. Donc, merci pour cette présentation. À la prochaine. Merci. Merci. On se reparle. Oui. Merci, un grand merci à nouveau, Mathieu, pour ta très intéressante présentation. Je pense que c'était très, très riche. Puis la richesse des questions, échanges qui ont suivi, je pense, en sont la preuve. En tout cas, on va certainement se reparler, Mathieu, là, parce qu'il y a beaucoup de stocks intéressants. Et puis, je vois déjà des complémentarités là, avec certains projets qu'on mène. Là, donc, ça fait plaisir. Donc, merci à nouveau. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.